Et oui, bienvenue à ce nouveau numéro de Grande Analyse, votre émission sociopolitique de décryptage de l'actualité de l'heure. L'actualité reste dominée par la disparition de Pape François, donc le numéro 1 de l'Église catholique dans le monde, qui est parti. Et quel héritage il a laissé pour l'Afrique et le monde. Bien d'autres sujets d'actualité, Matata Pogno Mapon et COP. Donc 20 ans de prison, 20 ans de prison dans l'affaire Bukanga Donzo. Et aujourd'hui, il y a une disparité au niveau de la politique salariale. Voilà autant de sujets sur lesquels nous allons débattre avec mon invité, lui qui est habitué à cette grande émission, grande analyse. Il s'appelle Alain Moukouna, cadre de l'IDPS. Alain Moukouna, bonjour et bienvenue dans Grande Analyse. Bonjour monsieur le journaliste et merci encore une fois de me recevoir sur votre plateau très prestigieux. Vous êtes en hyper très bonne santé et quel est votre secret? Bon, le secret c'est la confiance en soi-même. Il y a Victor Hugo qui disait que croire en soi, c'est presque déjà la victoire, c'est presque déjà la réussite. Quand vous avez confiance en vous-même et que vous avez une bonne hygiène de vie, je crois que ça vous permet de garder la bonne santé. Malgré mes 56 ans d'âge, j'ai fêté le dimanche passé, le jour de la Pâque, ça tombait bien. Et vous avez fêté dans la méditation? Non, pas la méditation, mais dans la joie, on a partagé un gâteau en famille, c'était plus qu'important. Alain Moukouna, chouchou des médias ces derniers temps, qui est derrière vous? Non, mais personne, je dirais qu'il y a Dieu d'abord, et puis il y a le souci de servir le peuple congolais. Vraiment, le patriotisme me guide, le patriotisme me passionne. J'aime mon pays, j'aime le peuple congolais. Je voudrais le voir en train d'évoluer, en train d'émerger. Parce que la vocation de la République démocratique du Congo, c'est d'être la locomotive tant en Afrique qu'à travers le monde. Très bien, Alain Moukouna. Entrons dans le vif du sujet. L'actualité reste dominée par la disparition du pape François, qui a été déjà inhumé, donc parce qu'on l'a inhumé aujourd'hui. Ces obsèques sont en train de se dérouler au moment où nous sommes en train de tenir cette émission avec vous. Quel héritage on peut garder du pape François? Bon, le pape François, il est appelé par certains le pape des pauvres. Donc nous comprenons qu'à travers le monde, il y a beaucoup de pauvres. Et je dirais qu'il s'est occupé de la majorité de la population mondiale. Parce qu'il était le pape des pauvres. C'est le pape qui a plaidé pour que les âmes se taisent, que ce soit chez nous ici au pays. Il a même eu à effectuer une mission pastorale ici en République démocratique du Congo, si ma mémoire ne me trahit pas, du 31 janvier au 2 ou 3 février 2023. Donc c'est dire que malgré son état de santé qui était déjà préoccupant, le pape a tenu à se déplacer pour venir en République démocratique du Congo. Oui, c'est vrai, il est pape comme autorité spirituelle de l'Église catholique, mais je dirais que son message est allé au-delà de l'Église catholique. Son message s'est adressé à tous les peuples. Voilà pourquoi nous disons que oui, c'est vrai, c'est une autorité spirituelle, je dirais même politico-spirituelle, parce qu'il dirige le plus petit État au monde, mais son message est allé au-delà de l'Église catholique. Son message touche l'humanité tout entière. Donc voilà pourquoi nous saluons. Et c'est que les Congolais, particulièrement nous les Congolais, nous pouvons retenir de... Tous les chrétiens, catholiques, protestants, donc tous les chrétiens, je parle de tous les Congolais. Parce que quand il dit, et ça, vous vous souvenez de sa célèbre phrase, ôtez, retirez vos mains de l'Afrique, retirez. Et là, il faisait allusion à qui? Il faisait allusion aux puissants de ce monde qui écrasent le petit peuple,
aux puissants de ce monde qui ne se préoccupent que de leur richesse matérielle, richesse qui du reste, nous allons laisser tout ici. Le pape est parti, il a tout laissé. Donc c'est pour dire que oui, on veut bien que les gens s'enrichissent, on veut bien que les gens émergent, mais ils ne doivent pas le faire au détriment, au mépris du plus petit de peuple pour qui, pour nous les chrétiens, Jésus-Christ est mort. Donc le pauvre a droit à la vie. Il faudra que ceux qui sont forts, que ceux qui sont puissants, plutôt que d'écraser le faible, puissent s'occuper des pauvres pour les aider à se relever. Donc voilà, son message a été puissant. Il a fait 12 ans de pontificat. Pendant ces 12 ans, c'est plus ou moins 12 messages concernant l'aide, 12 messages orbit orbite concernant la RDC, plusieurs audiences générales, et rien qu'en 2025, au courant de cette année, dont nous dirons pratiquement, cette année c'est à peine 4 mois, pendant ces 4 mois, il y a eu 11 messages que eux appellent Angelus. Donc c'est pour dire que c'est un pape qui s'est particulièrement occupé de la RDC, c'est un pape qui s'est souvenu du peuple congolais, et il ne cessait jamais de prier pour le peuple congolais, au point où il s'est même décidé, malgré son état de santé préoccupant, de venir en RDC, partager la souffrance, partager la douleur. Il a parlé tant aux chrétiens catholiques, à la jeunesse, aux hommes politiques et même aux évêques. Parce que quelquefois, qu'est-ce qu'on remarque? Les évêques ont tendance à oublier leur mission évangélique, leur mission prophétique pour s'occuper un peu plus de la politique et de quelle manière, parfois dans la déviation. Voilà pourquoi eux aussi avaient été à l'époque rappelés à l'ordre par le pape, qui n'a pas fait de distinction que vous soyez élevé ou pas. Quand il faut vous dire la vérité, vous le disiez en face. Donc c'est un pape humble, un pape simple, un pape qui a milité pour la paix, un pape qui s'est battu pour que les pauvres, notamment nous les Congolais, parce que nous étions très écrasés, il a plaidé notre cause en s'adressant aux puissants de ce monde. Est-ce que ces puissances l'ont écouté? Mais je crois que, oui, on dit que c'est le pape, il a une mission prophétique. J'ai toujours dit que le message de la RDC, c'était un message prophétique, et cette prophétie est aujourd'hui, jour où on est en train de l'enterrer, la veille déjà, il y a eu cette déclaration, nous y reviendrons à Washington, qui est en train de montrer que sa prophétie est en train de s'accomplir aujourd'hui. Je me souviens aussi d'un prophète togolais qui a aussi, en 2019, prophétisé sur la RDC. À l'époque déjà, il voyait le président Donald Trump, alors candidat, revenir à la Maison Blanche, et il dit qu'il avait, dans une vision, le président Trump venir en RDC. Mais il n'est pas venu physiquement, mais il y a eu son envoyé spécial qui est venu en RDC, et on voit que la donne est en train petit à petit de changer. Très bien. Le pape François s'en va. Comment voyez-vous l'après-pape François? Bon, est-ce que son prédécesseur va suivre à sa politique, ou soit il pourra changer? Parce qu'il y a des questions, par exemple, qui divisent à l'époque. Donc, des questions, par exemple, sur l'homosexualité, une question qui n'a pas été partagée par le continent africain. C'est évident. Je crois que chaque peuple a sa culture. Et nous, en tant que Congolais et Africains, nous avons notre propre culture que nous devons d'affirmer. Nous ne sommes pas obligés d'importer la culture étrangère. L'homosexualité n'est pas dans nos mœurs. Il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas dans nos mœurs, que nous n'allons pas copier de l'Occident parce qu'ils sont peut-être forts financièrement. Nous avons notre culture, et c'est notre culture qui fera notre force. Moi, je pense que notre développement doit avoir comme soubassement, comme fondation, notre propre culture, et je crois que ça nous rendra beaucoup plus forts. Il y a des exemples, les Japonais, les Coréens et même les Chinois, ils sont devenus forts en s'appuyant sur leur propre culture. Donc nous aussi, si nous nous appuyons sur notre propre culture, sur nos us et coutumes, je crois que ce serait la bonne manière pour nous, la voie la meilleure pour pouvoir nous développer, que de copier ce qui vient absolument de l'étranger. Il y a des meilleures choses que nous pouvons copier parce que nous ne vivons plus en autarcie, nous ne sommes pas isolés, le monde est en train de devenir de plus en plus un village, mais l'Afrique a aussi des choses à apporter à ce grand village. Voilà, l'Afrique. Maintenant, vous posiez la question de savoir la suite. La suite, ça va dépendre. Je crois que c'est plus ou moins 135 papes qui ont leur méthode d'élection. Les gens disent, est-ce que ce sera
il y aura un conservateur, est-ce qu'il y aura un réformiste? Parce que le pape qui vient de décéder était dans la catégorie des réformistes. Il y en a d'autres qui sont des conservateurs, qui veulent vraiment que les coutumes catholiques puissent rester comme telles, qu'il n'y ait pas d'évolution. Bon, ce sera à eux d'élire le meilleur d'entre eux. Et vous voyez par exemple, après Pape François, un pape noir par exemple. Bon, pape noir, on parle d'un certain Ghanéen. Je crois que semble que... On parle également d'un Bongo qui a des profils. Bon, le profil, oui, mais son profil politique dérange un tout petit peu. Mais je crois que pourquoi pas un Congolais? Pourquoi pas un Congolais? Mais je crois ça serait une fierté pour la République démocratique du Congo. Ce serait une fierté, mais je crois qu'il a mieux à faire d'abord ici chez nous en République démocratique du Congo. Moi, ce qui m'a le plus émerveillé dans la vie du pape François qui est inhumé aujourd'hui, c'est que j'ai lu dans la presse, sur les réseaux sociaux, qu'il lui avait été offert une Lamborghini. C'est une voiture de luxe. Qu'est-ce qu'il en a fait? Il a préféré la vendre, le produit de la vente. Redistribuer l'argent aux pauvres. Redistribuer ça aux pauvres. Mais ici, chez nous, quand vous donnez ce genre de cadeaux à nos évêques, au contraire, ils réclament, ils revendiquent d'autres. Je ne pense pas que ce soit le meilleur modèle. Moi, particulièrement, je voudrais parler de moi, le modèle du pape. Et si jamais il y a une fumée blanche, que c'est Cardinal Ambongo qui est à la tête de l'Église catholique on fera avec. Au monde. On fera avec et sera appelé aussi à marquer le monde comme son prédécesseur, au cas où il passait, l'aura fait. Le président Tshisekedi participe présentement aux obsèques du pape, mais bien avant, il a signé dans les livres des condoléances à l'annonciature apostolique. Donc, quelle image le président Tshisekedi voulait projeter en allant signer ces livres d'ordre de condoléances? Mais je crois que qui mieux que le président de la République, qui est le symbole de la nation, le garant du bon fonctionnement des institutions, c'est lui le représentant de tous les Congolais, ceux qui l'ont élu et ceux qui ne l'ont pas élu, ceux qui croient en lui et ceux qui ne croient pas en lui, mais il travaille pour tous les Congolais. C'est le président de la République démocratique du Congo et je crois qu'il a mieux fait d'aller au nom des Congolais, parce que quelque part je me dis que les Congolais, si nous ne sommes pas redevables au pape, tout au moins nous devons lui apporter notre sympathie, et je crois que il était tout à fait normal, à mon sens, que le président de la République, touché par la disparition d'un pape qui s'est occupé particulièrement de la République démocratique du Congo, de rendre cet hommage-là en allant inscrire un mot dans le livre le registre des condoléances à l'annonciature. Et je crois que c'était un symbole très fort. On a vu Alain Mukuna, vous personnellement, aller signer également dans ces livres de condoléances. En tant qu'équipe, vous allez signer ces livres de condoléances? À plusieurs titres. D'abord, pour suivre notre modèle, le président de la République, il a fait un bon geste et je crois que c'est... Votre maître à penser. Bon, maître à penser, c'est trop dire que c'est quand même notre leader, notre président de la République. Exact. Il est de l'UDPS, président de mon parti politique, donc nous sommes derrière tout ce qu'il a proposé. Alors moi particulièrement, tout le monde ne l'a pas fait, j'ai emboîté les pas, non seulement pour lui, en tant que aussi président d'une association Les Amis d'Alain Mukuna, et puis en tant que haut cadre de l'UDPS, vous savez que je suis membre du corps de l'élite scientifique de l'UDPS, donc c'est en toutes ces qualités que je suis allé là-bas me présenter, et puis pour rendre un hommage. Qu'est-ce que vous avez écrit exactement? J'ai écrit beaucoup de choses. En résumé, c'était d'abord pour saluer sa mémoire, du fait qu'il a marqué le monde entier, ça c'était très important. Sa vie, une vie simple, une vie d'humilité, une vie où il s'est oublié pour s'occuper des autres, surtout des plus démunis, ça c'était très important. Et j'ai beaucoup insisté sur sa célèbre phrase: ôtez vos mains de l'Afrique, ôtez vos mains de la République démocratique du Congo. J'ai tenu vraiment à souligner ça en lettres d'or. Très bien, Alain Mukuna, abordons. Et puis peut-être ce que je veux aussi ajouter, c'est le fait qu'il a vécu ce qu'il a prêché. Beaucoup de pasteurs, beaucoup d'hommes de Dieu dans nos pays, ils prêchent une chose et leur comportement affiche tout le contraire de ce qu'ils prêchent. Mais ce pape a vécu ce qu'il a prêché. Et ça, c'est très important. Il faut prêcher par l'exemple. Très bien, Alain Mukuna. La toute dernière question. Nous avons vu, vous et moi, les obsèques des papes François. Un cercueil simple. Ça symbolise la pauvreté, donc les signes de l'humilité ou quoi? Oui, il est resté attaché, comme je vous l'ai dit. Il a vécu ce qu'il a prêché, même jusqu'à sa mort.
être enterré dans la simplicité. Vous savez, moi je suis souvent surpris de voir les obsèques telles que ça s'organise dans nos pays. Vous verrez même une famille pauvre, le jour de l'enterrement, on va chercher un cercueil cher, on va chercher à repeindre la maison, on fait l'extravagance à l'occasion de la mort. C'est comme si on aimait plus les cérémonies funéraires, plus que même ceux qui sont morts. Ceux qui sont morts, peut-être ils étaient malades, ils avaient besoin de $200, on n'a pas pu donner $200, mais on va acheter un cercueil qui coûte $2000, $5000. Je me dis quelque part, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, je ne veux pas utiliser des mots trop forts, mais je crois que de tels cas devraient vraiment nous inspirer. Ici, chez nous, il n'y a pas très loin, je connais un grand pasteur de la Borne, Jacques Vernon, vous aviez vu, il avait déjà dit, et moi j'ai eu l'occasion de le voir, il était en quelque sorte, comme sa dernière volonté, dit que vous allez m'enterrer simplement avec un cercueil simple, vous allez me vêtir d'une chemise, un pantalon, pas besoin de veste. Donc c'est des gens hautement spirituels qui ont compris que c'est pas le matériel qui rend l'homme fort, c'est plutôt l'homme doit être hautement spirituel, et les hommes généralement spirituels ne restent pas attachés au matériel comme c'est le cas de plusieurs autres. Je crois que c'est un exemple à suivre, non seulement pour eux deux, j'ai cité le pape François et puis j'ai cité aussi le pasteur Jacques Vernon, à qui nous rendons encore un hommage déférent, pour dire que beaucoup devraient copier ces bons exemples, ces bons et beaux exemples qui devaient nous inspirer, vivre dans la simplicité pour l'intérêt de nous tous. Je crois que ça, cette simplicité m'inspire, et je crois que si nos hommes politiques, nos hommes de Dieu, nos hommes d'église vivaient, copiaient ces exemples, il y aurait peut-être moins de misère que si ils s'affichent de manière ostentatoire. Et très bien, Ali Moukouna. La toute dernière question donc, sur ces volets. L'Église catholique aujourd'hui est quand même très bien organisée. Elle a toujours été bien organisée. En ce qui concerne la succession du pape, à l'instar de ce qu'on voit aujourd'hui dans les églises de réveil du Congo et d'ailleurs, où le fils doit succéder à son père, qui fut par exemple un pasteur. Ben, je crois que ce n'est pas une mauvaise chose dans la mesure où ce fils qui succède à son père est bien préparé. Il a les compétences spirituelles. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres fidèles qui peuvent occuper à ces postes? C'est comme ça que je dis, dans la mesure où ses fils. Mais ce n'est pas tous. Hein. Il y a des pasteurs qui sont quand même décédés, n'ont pas été remplacés par tous. Peut-être les grandes figures de certains pasteurs qu'on connaît. Mais je crois, si dans la mesure du possible, ces fils remplissent les conditions pour diriger sérieusement les églises, tant mieux, ça ne dérange pas. Parce qu'il n'est pas dit que, il n'est pas interdit que le fils succède au père. Mais il ne faudrait pas que ce soit une succession d'offices décidée comme ça, ce qui n'est établi sur aucune base sérieuse, sur aucune compétence. Et là, c'est comme ça que vous verrez que dans certaines églises, dès que le père est parti, l'église sombre. Pourquoi? Parce que celui qui a succédé ne remplit pas la même vision. Peut-être pas dans la même vision. Vous savez qu'il est très difficile d'avoir deux hommes avec la même vision. Et même quand le fils succède à son père, il vient avec une vision peut-être qui vient compléter celle du père. Mais le plus important, c'est qu'ils aient les compétences, je dirais même les compétences spirituelles, pour continuer à conduire le troupeau du Seigneur. C'est ça qui est plus important. Donc que le fils succède au père, c'est pas un problème, mais encore faudra-t-il qu'ils aient les capacités, les compétences pour le faire. Sinon, choisissez quelqu'un qui peut le faire au mieux. C'est pourquoi je dis que la tendance, notre tendance, je peux dire de transmettre le bâton de père à fils, c'est pas une mauvaise chose, pourvu que les conditions sont remplies. Mais moi, c'est une ONG, il y a le fondateur qui est président, il y a un secrétaire général, pourquoi pas? C'est une ASBEL, selon la terminologie de Noël, mais quand on entre dedans, l'église, c'est la maison de Dieu. Donc, il faudra qu'on voit les indices sérieux de la présence de Dieu. Il faudra qu'on voit l'honnêteté de Dieu. Il faudra qu'on voit la justice de Dieu, qu'on voit l'amour. Parce qu'on dit que Dieu est amour, il faut que ceux qui suivent Dieu puissent vivre cet amour. Mais dès lors qu'on ne voit pas l'amour, vous vous souviendrez que le Seigneur lui-même a dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie aux autres. Il n'y a pas de plus grand principe, de plus grand précepte que l'amour. Donc vous aimez Dieu, c'est le plus grand principe. Il a dit que toute la loi de Dieu se résume, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton âme, et puis tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça signifie que le journaliste Apollinaire Kassonga doit pouvoir m'aimer moi, Alain Moukouna, de la même manière qu'il s'aime. Ça signifie ceux qui désirent de mieux pour lui, il doit le désirer aussi pour les autres. Si ce message est capté par tous les hommes politiques, par tous les hommes d'église,
par nos différents dirigeants, ceux qui sont élevés en dignité, on connaîtra moins de souffrances. Voilà, on connaîtra moins de souffrances. Allez, Moukouna, abordons un autre sujet relatif à l'actualité, c'est la situation sécuritaire à l'est du pays. On peut dire aujourd'hui qu'il y a une fumée blanche parce que nous avons vu les deux parties, la partie rwandaise et la partie congolaise, en présence des vigilants, du secrétaire d'État américain, signer un protocole d'accord sur les principes. C'est que je peux dire, la fumée n'est pas noire et n'est pas encore blanche. Entre les deux, entre le noir et le blanc, il y a tout un processus, une démarche qui doit pouvoir se faire. Vous savez que la guerre à l'Est date depuis 30 ans maintenant, pratiquement. Depuis qu'on a fait entrer les réfugiés rwandais dans notre pays sous l'instigation des Nations Unies, nous avons le désordre s'est transposé dans notre propre pays. Et il y a eu plusieurs guerres, plusieurs processus qui n'ont pas encore abouti. Pourquoi je dis que ce n'est pas encore la fumée blanche? Parce que la fumée blanche veut dire pour moi la paix est rétablie. Par exemple. La paix est totalement rétablie à l'est de la RDC. Les réfugiés, tous ceux qui sont en train d'errer ça et là à cause de nos agresseurs, rentrent dans leur propre terroir et que la vie redevienne normale, la collaboration avec le Rwanda, parce que le Rwanda c'est notre voisin, nous serons appelés à collaborer avec les Rwandais. Ils resteront éternellement nos voisins. Et le président, ça, c'est très important. Mais nous, notre problème, c'est contre le régime de Kagame. C'est Kagame qui attaque. Mais le peuple rwandais n'a pas de problème. Le président l'a dit. Et quand vous passez, que ce soit à Goma ou à Bukavu, tout au moins dans les deux provinces du nord et du sud Kivu, vous vous rendrez compte que les populations n'ont aucun problème. Les gens quittent Bukavu pour acheter des biens au Rwanda, les Rwandais viennent à Gisenyi, les autres viennent sans aucun... Les populations n'ont aucun problème. C'est le régime de Kagame qui est en train de chercher des problèmes. Et je crois que nous sommes en train petit à petit d'aller vers le bon port. Et je crois que... C'est à cela que je dis que ce n'est pas encore la fumée blanche, c'est tout un processus. Si vous voulez parler de la déclaration de principe qui a eu lieu hier devant le secrétaire d'État Rubio, c'est un pas, mais ce n'est pas encore le pas décisif. Qu'est-ce qu'il faut faire pour aller à un pas décisif? Mais le processus, il y a eu plusieurs processus. Il y a eu le processus de Nairobi, où la RDC, sous l'égide de l'Union africaine, devait traiter avec les groupes armés. Ça doit se poursuivre. Je crois que ce processus allait déjà de l'avant, et c'est le M23 qui s'était retiré pour faire la rébellion et puis commencer à tuer le peuple congolais. Il y a cela, il y a le processus de Rwanda qui devait mettre en face la République démocratique du Congo et le Rwanda pour qu'on trouve un compromis afin d'aller de l'avant, afin que les armes se taisent, conformément aussi à la volonté de l'Union africaine. Vous savez qu'en 2021, quand le président de la République est devenu président de l'Union africaine, le thème central c'était que les armes se taisent. Le pape François a suffisamment parlé de ce thème-là, que les armes se taisent. C'est pourquoi on a voulu mettre ensemble la République démocratique du Congo et le Rwanda qui signent un protocole afin de faire taire les armes, afin que le Rwanda ôte sa main de l'Est de la République démocratique du Congo. Donc c'est tout un processus, plusieurs processus. Et qu'il n'y ait un bloc, que l'affaire du M23, c'est une affaire congolaise. Aujourd'hui, ils signent la déclaration. De quelle qualité ils n'étaient pas concernés. Donc c'est simplement ça qui montre que c'est eux, ils sont maîtres de M23, ils sont maîtres de AFC, c'est bien connu, c'est documenté, c'est prouvé. Que deviennent alors les discussions de Doha entre la délégation de Kinshasa et celle de AFC M23? Je dirais tout ça concourt à la même logique, tout ça concourt à ce que la RDC et le Rwanda trouvent un chemin commun, le chemin de la paix. C'est comme vous êtes étudiant par exemple, c'est pour illustrer, vous avez besoin de payer votre minerval fixé par exemple à $300, vous avez un oncle qui vous donne $50, une tante qui vous donne 30, un cousin qui vous ajoute 50,
Tout ça, vous n'allez pas refuser de dire que non, moi j'ai besoin de 300, ça signifie tous ces petits efforts des uns des autres vont contribuer, vont vous permettre de réunir les $300 et pour vous de payer le Minerval. Donc ça signifie que tout c'est pour parler, que ce soit à Doha, que ce soit peut-être qu'il y en aura, je ne sais pas, à Lomé avec le président qui a remplacé Lorenzo, peut-être que ce sera à Lomé. Donc ça signifie que tous ces efforts sont les bienvenus tant que cela nous permet de faire des pas certains vers l'étape finale qui est le retour de la paix. Et qu'est-ce qui a changé dans les discussions? Parce que le président Tshisekedi disait qu'il ne pouvait jamais négocier avec les panthères des M23. Et là, on le voit. Donc, est-ce que c'est les rapports de force sur le terrain qui ont fait à ce que le président puisse se rebiffer? Bon, se rebiffer, je ne pense pas qu'il s'est rebiffé. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, le M23, l'AFC, ont-ils cessé d'être des pantins? Ils sont toujours pantins. Donc ça n'a pas changé. Permettez. Ça n'a pas changé. Donc ça, il faut que ce soit clair. Qui sont restés pantins, c'est bien clair. Ça, c'est établi, c'est démontré. Mais maintenant, dans la vie, on est parfois appelé à se dépasser pour retrouver la paix. Le maréchal Mobutu en son temps disait que même s'il faut signer un traité avec le diable, pourvu qu'on retrouve la paix, je le ferai. Je serais tenté de dire, le diable ne serait-il pas le Rwanda aujourd'hui? Bon, mais c'est pour dire qu'à un certain moment, il y a de nombreux Congolais qui sont en train de mourir, il y a beaucoup qui sont en train d'adhérer, il y a des enfants qui ne peuvent pas rentrer à l'école. Le président de la République a décrété la gratuité de l'enseignement primaire. Il y a des enfants qui ne savent pas aller à l'école aujourd'hui. Ils sont en train d'errer ça et là, qui sont en train de perdre la vie. Je crois que le président ne pouvait pas rester cabré sur sa position, sur conseil des autres. Pour nous les chrétiens, dans la Bible, il est écrit, je crois, si je me trompe, dans les livres des Proverbes. Vous êtes pasteur? Non, je ne suis pas pasteur, mais je suis un passionné aussi de la lecture de la Bible. Il dit simplement que la vie se trouve aussi dans le grand nombre de conseils. Il y a plusieurs qui nous conseillent au niveau international, au niveau du continent africain et même au niveau sous-régional. Mais tous ces conseils-là, je crois qu'un homme averti, il écoute les uns et les autres, mais c'est que lui avait dit, je ne traite pas avec les pantins, je préfère traiter avec leur maître. Et quoi de plus normal? Traiter avec leur maître, c'est ce qu'il a fait. Il s'est retrouvé à Doha. Évidemment, il avait fui Luanda, mais il a été quand même obligé d'arriver à Doha. Et c'est ce que le président dit. Moi, je traite directement avec lui. Il a parlé avec lui. Mais maintenant, ce sont les autres services qui commencent à mettre en exécution la mise en œuvre par les autres services, notamment les M23 FC. Ils se réunissent avec la délégation congolaise pour trouver le terrain d'entente. Pourquoi? Parce que le président est resté conforme à ses principes de traiter avec le metteur en scène. Ayant traité avec le metteur en scène qui donne maintenant des instructions à ces pantins qui font le théâtre et ils vont exécuter ce qu'il a dit. Voilà ce qui est en train de se faire. Et voilà qu'il y a déjà un premier protocole a été signé à Doha entre les parties. Hier, les deux ministres des Affaires étrangères, que ce soit du Rwanda et de la République démocratique du Congo, ont signé la déclaration de principe. Donc c'est déjà des pas. Petit à petit, nous pensons que nous sommes en train d'aller vers la conclusion, l'aboutissement. Et pour cela, je crois que le président, sa diplomatie a été plus qu'agissante, mais elle est en train de devenir probante. D'accord. L'ancien président Joseph Kabila Kabange, elle a été signalé à Goma. Plus tard, on le revoit ailleurs. Est-ce qu'il a été également à Goma? Donc, et pourquoi le gouvernement s'est précipité à infliger des sanctions sur son parti que le PPRD? Bon, quand on dit le gouvernement s'est précipité, c'est comme pour dire c'est sa présence signalée ou non à Goma qui aurait changé les choses, je ne pense pas. Je crois que quand le président de la République a dit que l'AFC c'est Joseph Kabila, il a dit il y a très longtemps. Les gens n'ont pas cru à ça. Les gens ont pensé qu'il accusait injustement son prédécesseur. Mais je crois que ce qui est déplorable, c'est que son prédécesseur, conformément à la loi... Mais aucune photo de Kabila à Goma. Les amis du PPRD qui disent qu'il n'a jamais été à Goma. Bah, c'est cette manière, je crois que c'est toujours eux dans les réseaux sociaux qui nous ont appris de rentrer par l'Est, par les médias, qui encore eux qui ont balancé un message comme quoi je suis rentré au pays
Non pas, ben, il y a toute une litanie. Lui-même s'est signalé par les réseaux sociaux. On saisit les biens de l'ancien président de la République, n'est-ce pas qu'on viole la loi portant sur statut des anciens présidents de la République? Mais lui-même a violé son statut. Parce que quand vous lisez les statuts, si ma mémoire est bonne, je crois l'article 4 ou 5, il est dit que l'ancien président de la République a le devoir, on ne dit pas qu'il a, qu'il peut, on dit qu'il a le devoir de réserve, de dignité et de patriotisme. Est-ce que ce que lui fait, est-ce digne, est-ce patriote, est-ce la réserve? Il a encore un peu d'énergie à servir pour sa nation. Parce que la situation à l'Est préoccupe au plus haut niveau. Il aurait pu garder cette énergie pour gérer l'hôtel Serena, pour gérer Kingakati, pour gérer Kachamata, pour gérer d'autres biens qu'il a pu égaler et autres qu'il a pu acquérir sur le dos des Congolais. Je crois que si l'énergie il y a, il peut le faire. Mais la Constitution dit que vous faites 2 mandats et puis c'est terminé, vous ne revenez pas. À moins qu'il soit mort et ressuscité, comme le dit si bien le prof Mata. Donc, de ce point de vue, il ne doit pas rêver. Il ne doit pas rêver, croire que ce pays, oui c'est vrai, vous avez parlé tout à l'heure de l'héritage de père à fils. Oui, bon, il s'est passé de père à fils. Je ne crois pas que ça va encore revenir. C'est terminé cette histoire. Il faudra qu'ils comprennent que le Congo n'est pas son bien privé. Ça, j'ai comme l'impression que nos amis de PPRD et nous-mêmes ont difficile à se le réaliser. N'est-ce pas un acharnement? La suspension des activités du PPD, un grand parti politique de l'opposition. Le PPRD, qui vous a dit que le PPRD c'est un grand parti? Ils ont des membres éparpillés dans les territoires nationaux. J'en avais l'assurance. Ils ont fui les élections. Pourquoi? Ils n'ont pas pu se présenter aux élections parce qu'ils savaient, et même qu'aux élections de 2018, mais leur parti a eu combien? Donc, il ne faut pas appeler grand celui qui n'est pas grand. Le PPRD donne l'illusion d'être grand. Vous savez qu'ils n'ont même pas de permanence. Après 18 ans de règne, ils n'ont même pas de permanence. Leur permanence, c'était à la maison, la permanence de Pumbu, c'était une maison ravie à une pauvre dame à qui on venait. Donc, qui appelez-vous grand? Grand, c'est celui comme le pape qui prêche par l'exemple. C'est celui qui n'opprime pas le petit peuple. Voilà celui qu'on peut appeler grand. Mais quelqu'un au nom de la réconciliation, est-ce que donc le président Tshisekedi peut quand même dialoguer avec l'ancien président au nom de la réconciliation nationale, parce qu'on en a besoin? Nous sommes en train de parler des affaires d'État. Il ne s'agit pas ici des personnes. Il ne faudrait pas opposer Kabila à Tshisekedi. Tshisekedi, c'est le président de la République. On ne doit pas l'opposer à un citoyen, sénateur soit-il, mais c'est le président de tout le monde. Il est le président de Joseph Kabila, ça il ne faut pas l'oublier. Et au nom, vous ne parlons pas bien de cohésion, d'une unité nationale. La cohésion ne veut pas dire donner chapitre droit au chapitre à l'impunité. Donc on ne va pas donner le brevet à ceux qui sont en train de défier l'État. Donc quand nous parlons, c'est comme ça qu'on a dit, lui-même devrait prêcher par l'exemple. Ayant été président de la République, il connaît les difficultés pour gérer un pays comme la République démocratique du Congo. Les défis auxquels la République démocratique du Congo est confrontée, il connaît mieux que beaucoup de Congolais. Il devrait prêcher par l'exemple. Qu'il se soit retourné contre le pays qui a fait de lui, on se souvient de ce qu'il était quand il est arrivé. Et les photos sont encore là, présentes, fraîches dans nos mémoires. Très bien, il faudrait qu'il devrait prêcher par l'exemple. Donc, nous sommes en train d'aller lentement et sûrement à la fin de cet entretien. Allez Mokuna, affaire Bokanga Lonzo, 20 ans de prison infligée à Matata Ponyo Mapon, n'est-ce pas un acharnement? C'est une requête du ministère public, mais je crois que Matata a eu tort. Vous vous souvenez, quand le procès avait été annoncé, lui-même se trouvant en Guinée, qu'est-ce qu'il a dit? Il n'avait pas peur de la justice. Il n'avait pas peur de la justice. Il dit, je rentre au pays pour affronter la justice. Mais maintenant que la justice... Parce que le président toujours décrit sa justice, qu'elle est toujours malade. Non, la justice, on ne peut pas dire que tous les magistrats sont malades. Beaucoup, peut-être la majorité, se méconduisent. Mais il y en a qui sont quand même... Nous parlons de la haute cour constitutionnelle. C'est une haute cour, ce n'est pas n'importe quelle cour. Aussi... il est en train de chercher vraiment des échappatoires pour pouvoir se soustraire de la justice, ayant compris que les carottes sont cuites, les faits sont établis. On peut lever ses immunités au niveau de la... C'était déjà levé. Je crois que moi je ne suis pas juriste, nous suivons quand même les juristes, chacun restant fort dans ce qui est maître de son domaine. Les juristes nous ont dit que Matata, encore sénateur, on avait levé. Ce procès a commencé il y a longtemps, ça ne commence pas d'hier. Ce procès a commencé depuis longtemps.
Et puis, maintenant, on avait déjà demandé la levée de ces immunités. Ces immunités avaient été levées. Et même si la Cour constitutionnelle a même été, je dirais, un peu généreuse en le laissant aller présenter sa candidature, sinon on aurait pu même l'empêcher. Mais on a évité cela pour qu'ils ne disent pas justement que c'est l'acharnement veut l'empêcher de se présenter. On lui a permis de se présenter aux élections présidentielles. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé vite d'abandonner, d'aller se greffer, s'arrimer à Moïse Katumbi pensant qu'il allait gagner. Donc vous voyez que c'est des subterfuges savamment montés pour pouvoir échapper à la justice. Les immunités avaient été déjà levées. Il n'avait qu'à venir, comme il avait promis, se présenter devant la justice et vraiment nous démontrer qu'il était effectivement innocent. Celui qui était Premier ministre, ministre des Finances, c'est lui qui ordonnait tout. Donc, au jour d'aujourd'hui, il serait vraiment de mauvais alors qu'ils viennent simplement chanter, se victimiser, alors qu'il y a presque 205 millions, certains parlent de 285 millions du parc agro-industriel de Bukangalonzo qui se sont dilapidés, qui se sont transformés en fumée, ni noire ni blanche comme ce qu'on attend de Rome, mais ça s'est transformé en fumée et cette fumée est bel et bien partie. Voilà, soyons sérieux, il s'agit des biens de l'État, nous devons être sérieux quand il s'agit de parler de l'État congolais. Très bien, Alain Mukuna, donc parlons autre chose. Aujourd'hui, il y a une disparité au niveau de la politique salariale. Les gens, donc, il y a des gens qui touchent des salaires faramineux, plus que les autres, que les petits peuples. À quand il faut diminuer les trains de vie des institutions? Je crois que le président l'a annoncé, et moi, dans plusieurs débats, et ça a toujours été mon leitmotiv, mon cheval de bataille, la réduction du train de vie des institutions. J'en parle depuis toujours. Parce que je trouve scandaleux. C'est une politique à double vitesse. Hein? Oui, mais cela n'est pas conforme à la Constitution. La Constitution dit clairement, nous n'aurons pas tous, il n'y aura pas égalité. Oui, nous sommes égaux devant la Constitution, mais dans le traitement, nous n'aurons pas le même traitement. Mais il faut qu'il y ait le sens de la justice distributive. Une répartition équitable. Parce que même la Constitution dit, je crois, à l'article 58, que tout le peuple congolais doit pouvoir jouir des richesses nationales. Très bien. On ne peut pas admettre que certains puissent s'arroger le droit de jouir ostentairement de tous les biens de l'État. Ce n'est pas normal. Donc voilà pourquoi moi, dans mon combat, je me suis toujours battu pour la réduction du train de vie des institutions, pour une répartition juste, pour une distribution distributive juste, équitable. Ça, c'est très important. Je crois que le président l'a si bien compris. Voilà pourquoi il a lancé le mercredi 23 avril 2025 les travaux sur l'élaboration d'une nouvelle politique salariale en République démocratique du Congo. L'applicabilité. Il faut l'appliquer, mais c'est ça, c'est important ce que vous dites, vous avez raison. Beaucoup disent que nous avons des lois que nous n'appliquons pas. Moi, j'aime beaucoup une parole de Jésus-Christ qui disait « Vous êtes heureux si vous savez ces choses, pourvu que vous les pratiquez. » Ça, c'est parmi les choses, les paroles clés du Seigneur Jésus-Christ que j'ai gardées. Oui, il y a des lois, on va peut-être élaborer une politique salariale, mais il faudra la mettre en pratique. Il ne faudrait pas que vous trouviez deux jeunes gens qui ont terminé à l'université en économie, par exemple. L'un est embauché au ministère, soit des Finances ou au ministère du Budget, et un autre se retrouve peut-être à la commune. Celui qui a été embauché au ministère des Finances est en train de gagner des millions mensuellement, et lui, parce qu'il est à la commune, il est en train de vivre, de broyer du noir. Non, ça, il faut, le président tient à ce que ça se corrige maintenant, et je crois que c'est une chose à encourager, et nous sommes derrière le président, derrière. Il faut qu'il a donné 30 jours, il faudra que nous tous, la société civile, les hommes politiques, ils ont souvent tendance à s'opposer aux bonnes actions du président de la République. Il faut que tout le monde, ce sera pour l'intérêt de nous tous. Ces hommes politiques qui s'opposent souvent à ça, ils ont des membres de famille qui sont peut-être pauvres, qui travaillent dans les communes. Il faudra que tout le monde, l'essentiel pour vivre, pour mieux vivre, nous puissions l'avoir. Et ça, c'est l'occasion de le faire et nous encourageons vraiment ces travaux-là. Merci beaucoup, Alain Mukuna. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cet entretien. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes les cadres de l'IDPS. Vous vous appelez Alain Mukuna. Donc, merci pour votre participation active dans cette émission. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je serai toujours disponible à apporter la petite lumière que je détiens. Vous en avez d'autres Congolais à nous, mais je crois que nous devons unir nos efforts
pour que le Congo se lève, pour que l'hymne national puisse devenir de plus en plus ou de mieux en mieux applicable dans la vie de tous les Congolais, et de sorte que nous puissions léguer à notre postérité un pays plus beau qu'avant, plus beau dans le traitement déjà des travailleurs aujourd'hui, dans la distribution de la justice dans notre pays. Et il est très important que l'effort puisse disparaître pour que la loi puisse s'imposer à tout le monde, même dans le code de la route, sur la voie publique, c'est très important. Je vous remercie. Voilà, ça n'est fini complètement pour ces numéros de grande analyse. Vous qui nous prenez en cours, je rappelle que nous recevions sur ce plateau Ali Moukouna, qui est cadre de l'IDPS. On se retrouve prochainement avec un autre numéro et un autre casting. Donc, au revoir.